Je te jure, en ce moment, c'est juste cette année en fait qu'il y a tellement de choses qui bougent. Je sais pas si tu te ressens aussi. Ok. En tout cas, je me sens éparpillé. Ça, c'est sûr, je me sens éparpillé. Non, ok. Trouver l'équilibre. Ok. Donc, là aujourd'hui, nous sommes avec Kevin Inzeng. Voilà. Ouf. Voilà. Les cellules grises, ça marche un peu plus que pas. Ça, c'est très bien. Et donc, avant qu'on avait commencé d'enregistrer tout ça, et je dis on, mais il n'y a que moi là. La question que j'ai posée était selon les lignes de comment l'Afrique peut être libérée par la technologie. Parce qu'on a eu le plaisir d'arriver au Café Geek du Village des Arts de Afrique là, hier matin, donc c'était samedi. Et là, on est dimanche et j'ai dit, OK, il fallait ce temps-là pour réfléchir. Quelles sont les questions que je vais poser à Kevin aujourd'hui? Et c'était ça la question. Parce qu'on a parlé au sujet des plateformes, au sujet de plein de choses, mais la liberté pour les afrodescendants, c'est super important. Et par rapport à la technologie, comment tu vois ça, en fait, pour les afrodescendants, même puisqu'on est focalisé sur l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent avec combien de pays? C'était 86? En Afrique même, tu dis? Oui, oui, oui. Ah, en Afrique, il y a 54 pays. 54. Si tu vois, je vois des choses au-dessus. Toi, tu vois certainement l'Afrique symbolique telle que, par exemple, les panafricanistes le pensent. Au-delà de l'Afrique, Oui. c'est la Caraïbe. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est les afrodescendants, ça, c'est autre Exact, chose. Mais, c'est autre chose. donc, la question, ça reste pareil. Comment on peut être libéré en tant qu'afrodescendant dans le monde de technologie? Je pense que la question de la liberté doit se penser au-delà même de la technologie. Je m'explique. Oui, ok. Je m'explique. Je crains qu'on fasse de la technologie une finalité en soi. La technologie doit être un moyen, je pense que c'est le sens de ta question. Parle-moi de la technologie. C'est ça. Exactement. Et de ce point de vue, j'ai l'impression que la technologie doit être mise au centre d'une philosophie D'accord. de vie, d'une philosophie communautaire. D'accord. Et c'est de son point de vue, si on veut recréer des communautés où on partage les valeurs communes, les usages communs, et qu'on reconnecte la mémoire commune, parce qu'on a une histoire en commun qui a été ensuite fragmentée et divisée. Oui. Si on arrive à mettre la technologie au centre de ces besoins de reconnexion de ce qui fait la communauté, Oui. je pense que là on peut vraiment rentrer dans ta question. C'est-à-dire comment est-ce que la technologie dans ce contexte, dans cette volonté de refaire un corps social, nous sommes tous membres d'une même famille, parce qu'on peut considérer que le drame qui est arrivé aux afro-descendants, c'est un peu comme si on avait coupé le corps, un même corps, on avait démembré, on avait coupé les organes, on avait éparpillé dans le monde, etc. Ouais. Donc l'idée c'est de nous remembrer. D'accord. Et j'aime bien le jeu de mots autour de remembrer parce qu'on peut dire to remember. Oui, to remember. To remember, exactement. Very good. C'est chouette. Et je pense que l'une des premières réponses, ça peut être que la technologie peut être un des moyens qui nous remembre, qui nous rappelle à ce que nous avons en commun, au-delà de ce qui nous a éparpillés. C'est comme si on faisait un rebours, ou bien pas un rebours, c'est comme si on faisait un retour vers la source qu'on a en commun, D'accord. qui semble s'être perdue au fil de l'histoire avec les différentes vicissitudes. Oui. La technologie peut nous aider à recréer les liens qui ont été brisés. Parce qu'on a besoin donc de resolidifier cette histoire commune. Comment? Oui, ça serait le prochaine question. C'était Yes. Comment, Kevin? Exactement, parce que ça reste pas abstrait. Comment il faut savoir raconter ces mémoires qui se sont endormies, les réactiver, les conserver et les transmettre. C'est comme ça que je vois. Ouais. Okay. Les réactiver, c'est donc il y a toute une dimension de recherche. On a besoin de rechercher les sources communes qui font qu'au-delà des continents, au-delà du temps et au-delà de l'espace, nous sommes un. Nous sommes un peuple, nous sommes une famille. Oui. Et Cheikh Anta Diop a été l'un des premiers à nous donner un cap à travers le fait de ressusciter à travers l'Égypte antique, l'héritage de l'Afrique comme l'Afrique impériale, et voir que il y a une unité culturelle, une unité structurelle des Afriques plus généralement. Donc la technologie peut nous aider dans ce travail de recherche historique, de consignation
de ces éléments-là et de partage de ces informations, donc la transmission de ça. ces mémoires-là. Ouais. Et je crois qu'une fois qu'on a ça, ça ne suffit pas. Il faut trouver les formes qui permettent de façon ludique, facile et simple d'être diffusées à la plus grande population. Ouais. Et là, on a besoin des créatifs, des artistes, des designers pour utiliser les technologies plus généralement pour raconter ces histoires-là, soit par des dessins animés, soit par des jeux vidéo, par des livres audio, des livres numériques, par des blogs. On peut créer des expériences même dans le monde virtuel. Moi, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est Web3, blockchain, et on parle de métaverse. Peut-être que Tchak prévu un espace plus loin pour qu'on en parle. Mais dans ces espaces-là, la technologie va avec l'art. Donc on va croiser la technologie et les arts plus généralement pour mettre en forme des histoires qui nous parlent de ce que nous avons en commun. Parce que, in fine, je crois que ce dont on a besoin dans la communauté, pour faire afro-descendante, c'est réactiver la conscience d'appartenir à une même communauté. Et donc ça passe par avoir les mêmes histoires, avoir les mêmes mémoires, ensuite avoir les mêmes pratiques. Ça, c'est un deuxième usage de technologie, comment créer des pratiques communes quand on est éparpillé dans le temps et dans l'espace. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se parler souvent. Et donc, par exemple, je vais utiliser un exemple perso. Par exemple, là maintenant, ma fille et moi, on est en train d'essayer de créer des produits en ligne et tout ça. Mais par contre, chaque fois qu'on a essayé de commencer à créer quelque chose sur une plateforme, une fois qu'on a poussé le bouton Send, ils ont déjà béni ce qu'on était en train de faire. Et ils n'en donnent aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas mettre notre shop en place, ou que nous ne pouvons pas mettre notre information en place. Par exemple, Wikipédia. J'ai eu un ami, en fait, elle est artiste aux États-Unis. Son travail qu'elle avait fait s'est mis dans les magazines, par exemple. Donc, il n'y a pas, par exemple, une partie digitale, en fait, qui va, entre guillemets, prouver qu'elle existe. Donc, elle va aller sur Wikipédia pour mettre toutes ses affaires. Et après, il y a quelqu'un sur Wikipédia qui va dire « Oh, mais c'est fausse ». Et on va reporter, on va dire, pas reporter, mais on va dire « Tiens, ça c'est contre les codes du Wikipédia ». Et donc, elle ne pouvait pas mettre ses affaires ou ses renseignements qui est personnel et vrai pour elle en ligne. Donc, de ces deux exemples-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que je pose des questions aux gens. C'est très précis. Où est-ce que c'est notre plateforme? Où sont notre plateforme à nous, en ligne, où on pourrait aller pour pas être, bouté ou enlevé d'un site ou d'une plateforme? Est-ce qu'il y a certains qui existent déjà? Ou est-ce que c'est en développement? Non, je pense qu'il y a des tentatives, effectivement. Merci pour la question, parce qu'elle permet d'être plus précise. Oui, c'est ça. Ça, c'était la liberté aussi. Comment on peut trouver cette liberté? Des espaces de liberté, complètement. Et comme tu as identifié, il faut vraiment qu'on arrive dans cet élan de créer une communauté. Il faudrait qu'on arrive à créer des espaces où on peut raconter nos propres histoires pour nos propres gens et selon nos propres versions de l'histoire. Et donc les pratiques culturelles doivent être aussi adaptées à ce que nous sommes concrètement. Or, quelquefois, il s'agit de remettre en question ce que les autres disent de nous, ce que nous sommes. Donc c'est comme ça que je comprends ta question. Et comment est-ce qu'on arrive à créer des espaces de souveraineté où on peut clairement être nous-mêmes, faire nous-mêmes sans avoir à rentrer dans les formats de ce que les autres nous disent. Donc, tu l'as dit, il faut créer nos propres espaces de communauté. Mais à quelles échelles? Parce que il ne suffit pas d'aller juste ouvrir une page Facebook, un groupe Facebook, parce que Facebook ne nous appartient pas. Oui, c'est ça. Et au final, la technologie devrait nous permettre depuis les infrastructures jusqu'aux logiciels, les applications qui vont tourner ces infrastructures, d'avoir le contrôle sur tout ce que nous sommes. Quand je dis infrastructure, c'est déjà les serveurs, parce qu'il faut héberger nos propres contenus. Il faut les sécuriser par nous-mêmes. Il faut créer ensuite sur ces serveurs-là des applications qui vont se connecter, des bases de données. Et donc il faut qu'on parvienne avec des logiciels libres de préférence. Après on peut aussi
On peut utiliser ce qui existe déjà. Oui, on n'a pas Créer besoin nos de propres communautés en ligne. Exactement. Nos propres Facebook, nos propres WhatsApp. On peut créer nos propres médias parce que l'information aussi doit être véhiculée. Ça a été tenté. Il y a des espaces comme Negro News que je connais qui ont essayé justement de structurer l'information pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Mais voilà, ce sont des questions de souveraineté et la technologie peut nous servir à cela. Maintenant, il faudrait qu'on puisse aussi créer nos propres applications. C'est ça. From scratch, et pas juste utiliser ce qui existe. C'est ça, exactement. Et ça, pour ça, on a besoin d'apprendre à coder, on a besoin de s'entourer des personnes qui ont ces compétences-là. Mais c'est déjà possible. C'est déjà possible. Il y a plein de petites initiatives éparses. Je pense que l'un des gros problèmes, c'est de faire un mouvement fédéré. Comment est-ce qu'on fédère ces différentes initiatives-là? On met vraiment des plateformes de souveraineté où on peut se retrouver, on peut se raconter et on peut se rencontrer sans craindre d'être censuré par le format des autres. C'est ça, parce que souvent c'est ça, on est censuré et donc même avec le AI, donc Intelligence Artificial, on dit tiens, le bot a quand même vu ma photo et là mes affaires, je peux rien mettre et il n'y a aucune raison pour laquelle la personne est donnée, pourquoi ils ne peuvent pas faire X, Y ou Z, ils sont tout de suite dit oh non, c'est contre notre réglementation du site. Et ils ont dit voilà, c'est un humain, en fait, quelqu'un qui a regardé. Et non, tu sais tout de suite que c'était un bot. Comment un humain peut regarder une centaine de milliers de personnes qui se mettent sur. C'est un bot, c'est un bot, Donc voilà, donc c'est ça en fait. On a besoin des plateformes, on a besoin des programmateurs, donc. Et des plateformes souveraines dont nous avons le contrôle. C'est vraiment cet enjeu de souveraineté, je pense, qui est au cœur, même qui est le point de départ de comment on organise le fait de nous retrouver en tant que communauté, en tant que fraternité afro-descendante. Il faut qu'on soit souverain. La souveraineté, c'est la capacité de décider de nous-mêmes quelles sont les règles que l'on va suivre, selon quelles ressources, etc. Donc c'est comment on organise ceci. Après, d'un point de vue, pour entrer un peu plus loin, un peu précisément sur les technologies, avoir des technologies qui sont résistantes à la censure, sont possibles. Et les technologies de type blockchain, par exemple, peuvent nous permettre de faire en sorte qu'une fois qu'on a mis en place notre plateforme qui tourne sur blockchain, il va être quasiment difficile pour n'importe quel gouvernement, n'importe quelle institution de venir nous forcer à l'arrêter, puisque on ne pourra pas arrêter. C'est ce qu'on appelle souvent des applications instoppables. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi étudier si on est dans des espaces où la loi peut nous contraindre à nous arrêter, à couper complètement la diffusion de ce que nous avons mis en place. On peut élever le niveau de censure, le niveau de résistance à la censure. Ça, c'est possible. Il y a aussi des questions de sécurité qui vont se poser, parce que forcément, c'est tout un pan de la souveraineté que d'organiser la sécurité de nos informations, de nos valeurs. Et donc voilà, il faut qu'on arrive par la technologie à développer tout ça au bout d'un moment pour ne pas dépendre des autres. Ne pas dépendre. Donc Kevin, voilà, je crois que c'est à toi de lancer le mouvement. C'est à moi de lancer le mouvement. Seul, je n'y arriverai certainement pas. Et certains, je pense que c'est à moi de poursuivre le mouvement que d'autres ont déjà lancé. Je crois sincèrement. De ramener cette technologie-là avec ce qui existe déjà, ce qui se fait déjà. Et parce qu'autour de tout cela, il faut qu'on puisse avoir aussi, dans cette logique de souveraineté, il faut que notre structure communautaire permettre une diffusion économique, qu'on soit autonome. Il faut qu'on puisse être autosuffisant. Oui, c'est ça. Et donc un système économique viable. Et il y a déjà plein de personnes qui m'ont précédé sur le chemin de l'économie collaborative. Et moi j'ai envie de dire des économies communautaires pour que nous puissions mettre en commun nos ressources, nos compétences, nos services et nos connaissances pour créer nos écoles, pour créer nos centres de formation, pour créer nos centres d'initiation, parce qu'il faut qu'on se réinitie à nos spiritualités également. Et tout ça doit être valorisé par une circulation économique qui soit équilibrée et qui repose sur d'autres valeurs économiques que le simple néolibéralisme. Peut-être que s'enraciner dans la tradition et dans la spiritualité africaine, dans les valeurs africaines, on peut développer des modèles
économiques que la technologie peut soutenir. Et la technologie de la blockchain en particulier nous permet d'avoir des systèmes autonomes. On peut avoir nos propres systèmes monétaires qui ne vont pas dépendre des instances monétaires et financières du monde. Et on peut valoriser nos propres ressources, on peut les sécuriser, on peut faire la traçabilité précise sur notre patrimoine. Et un dernier élément, comme cette histoire de préservation du patrimoine-là, beaucoup de nos œuvres de culture, nos œuvres culturelles, nos masques, nos instruments de musique, nos instruments de culte qui ont été pillés pendant l'esclavage et la colonisation, sont encore en captivité dans les musées aujourd'hui. L'un des arguments que nos frères adverses, du camp adverse nous donnent, c'est qu'on n'aurait pas la capacité à prendre soin de ces éléments-là. C'est toujours ce côté enfant-parent, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Mais si on a créé, donc ça veut dire aussi on sait comment s'en occuper. C'est exactement ça. Et je pense que les technologies peuvent nous donner des garanties pour faire l'audit, donc pour auditer, pour savoir quelles sont les pièces qui ont été kidnappées. Ça, c'est un travail qui est déjà fait par des chercheurs. Les consigner et ensuite faire de la traçabilité une fois qu'on a pu se les réapproprier et les réinjecter dans des fonctions sociales qui ne sont pas celles du musée, parce que le musée, on va venir s'amuser à regarder, alors que ces masques avaient une fonction parfois cultuelle, parfois militaire, parfois sociale, parfois médicale, et donc il faut pouvoir les réactiver dans des espaces communautaires, et tout ça, les technologies peuvent soutenir ces élans-là, de mon point de vue. Et s'appuyer sur les logiciels libres, c'est un premier élément. Ne pas nous appuyer sur les logiciels qui sont propriétaires, parce que c'est un piège. Prendre les logiciels propriétaires pour créer nos propres libertés, c'est nous exposer à ce que les propriétaires de ces logiciels aient encore un mot à dire sur ce que l'on construit. Or, il y a tout un mouvement qui ont créé des logiciels libres, des logiciels open source qui peuvent nous permettre à nous de prendre le code qui existe, de le modifier à notre convenance en fonction de nos besoins et de les faire tourner dans l'espace sécurisé, l'espace souverain qu'on aura configuré et qui permettra à nos économies de tourner autour de nos valeurs, de nos écoles, de nos médecines, de nos systèmes judiciaires. C'est comme ça que je vois ces notions de technologie. Mais on a besoin des artistes pour art et technologie vont ensemble. Moi, en tout cas, c'est ma conviction. On a besoin d'articuler tout ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus aux armes. Tout le monde, c'est vraiment aux armes de la technologie pour être l'autonome. En fait. Le nouveau arme, en fait, ça va être la technologie. C'est ça. Après, il y a plusieurs types d'armes. La technologie est l'une des armes. En plus, à l'heure où justement le numérique est en train d'exploser, c'est l'une des armes qui va nous permettre je pense, de nous autonomiser. Après, je me méfie beaucoup des technologies. C'est paradoxal parce que je suis quelqu'un qui paraît technophile. Encore une fois, parce que je pense qu'on parle souvent de nouvelles technologies. Moi, j'aime bien parler d'anciennes technologies et de nouvelles technologies. Et les anciennes technologies, c'est précisément les technologies que l'Afrique, depuis fort longtemps, a mis en place pour construire des sociétés équilibrées, des sociétés de l'équilibre, qui respectaient la maths et qui permettaient justement à l'homme de vivre en harmonie avec tous les autres vivants de son écosystème. Donc les anciennes technologies et les nouvelles technologies doivent pouvoir se rencontrer dans une dynamique de recréation de la communauté afrodescendante. C'est mon point de vue. Et pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est une ancienne technologie, par exemple. Parce que là, je pensais à une machine à écrire quand je pense à une technologie, mais de ta vision de ancienne technologie, c'est quoi? C'est quoi? Par exemple, l'écriture, c'est une technologie qui est arrivée, par exemple. On va dire, ils vont dire que, alors, avec la révolution, quand Gutenberg est arrivé, ils ont fait l'imprimerie, etc. Et donc, il y a une technique qui est arrivée. À partir de cette technique, on a su consigner de la connaissance et la transmettre. Or, il y avait les procédés techniques et technologiques qui permettaient à l'oralité d'être un espace qui permettait à l'oralité, ou par l'oralité, d'avoir des méthodologies de conservation de la mémoire et du patrimoine de la connaissance. Par exemple, un serveur. Un serveur, c'est une machine qui va stocker de la donnée. Le risque, c'est que cette machine peut se faire attaquer par des hackers, peut se faire corrompre, etc. Donc, il faut trouver les moyens de sécuriser cette machine-là. Ce sont les nouvelles technologies. Les anciennes technologies qui correspondent à un serveur, c'est quoi? C'est toutes les techniques qui nous permettent de remonter, par exemple, jusqu'à nos ancêtres pour savoir notre arbre généalogique. Je vais être très concret, par exemple, une ancienne technologie qu'on a dans
les peuples Ekan. C'est au nord de l'Afrique, c'est dans l'Afrique centrale. Ce sont les Fans, ce sont les Boulous. C'est en Afrique centrale, donc des peuples du nord du Gabon par exemple. Ils ont des techniques qui permettent aujourd'hui encore de pouvoir faire leur arbre généalogique jusqu'à Dieu. Ils ont des procédés techniques et technologiques, donc mnémotechniques, qui fait que dès le plus jeune âge, on apprend à l'enfant à se repérer dans le temps et dans l'espace. Donc il peut, c'est comme son GPS, pour moi c'est un GPS ancestral. Qui fait que quel que soit le lieu que tu trouveras dans le monde, dans la galaxie, tu es capable, par ta filiation, par ta lignée, de dire je suis tel, je suis de tel clan, je suis de tel machin, je suis le fils de tel, qui était le fils de tel, qui était le fils de tel, qui était le fils de tel. L'identité. Cette identité est une des technologies qui règle des rapports sociaux. Par exemple, là où aujourd'hui les réseaux sociaux veulent régler le problème de permettre aux gens de se retrouver entre eux, de se parler à l'autre bout du monde, etc. Nos anciennes technologies permettaient déjà un réseau social qui fait que où que tu te trouves dans la planète, on savait qui tu étais, quelle fonction tu avais. Voilà, tu avais ton identité et ça signifiait quelque chose. Les masques étaient aussi des technologies en soi. Ce n'était pas simplement des usages d'art. Parce que c'était des technologies qui permettraient de soigner, soit de régler des conflits, soit de rendre justice, soit de soigner. Donc c'est vraiment tous ces rapports à la technologie. Je termine par cet exemple simple qui peut paraître un petit peu anodin. Voilà. Le fait de pouvoir soigner se faisait dans un cadre par exemple où on demandait aux plantes, parce qu'on soignait avec les plantes, on demandait aux plantes leur autorisation. Si aujourd'hui les nouvelles technologies avaient la science des anciennes technologies, peut-être qu'il y aurait moins de désordre dit écologique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Occident est piégé dans une course qui fait qu'ils ont beaucoup de technologies, mais ils ne savent pas comment équilibrer le rapport à l'environnement. Or, nos technologies anciennes savaient comment extraire des ressources de la nature tout en ayant à tout moment une visibilité sur l'état de la nature. Donc c'est comme si on savait à tout moment faire l'audit des ressources naturelles, savoir si là on prélevait trop ou on ne prélevait pas assez. Donc tous ces éléments-là qui aujourd'hui demandent beaucoup de données étaient pris en charge par des technologies anciennes qui faisaient que l'arbre lui-même avait une propre base de données interne qui faisait que là je t'autorise à prendre ma ressource ou bien je ne t'autorise pas. Et je ne t'autorise pas signifie si tu exploites ma ressource, ça va créer un déséquilibre, va se trouver la ressource ailleurs. Donc c'est ça les anciennes technologies entre autres. Oui, et tu vois, ça semble quelque chose aussi, je ne veux pas dire simple, mais simple dans le sens que la technologie ancienne, c'est comme juste avoir la courtoisie de poser des questions. Juste se poser la question. C'est très juste. Voilà. C'est très juste. Avant que je vais prendre quelque chose, je vais prendre la courtoisie de poser la question à l'entité, voilà, soit un arbre ou quelqu'un. Est-ce que je peux avoir au lieu de prendre? Elle est complexe. Voilà. Courtoisie de demander ça à l'ancienne technologie. Exactement, voilà. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai entendu. Et juste pour revenir au serveur, j'ai pas pensé que serveur pour toi sera par exemple l'arbre généalogique, en fait que la personne sache se placer dans le monde. La première chose que j'ai pensé, c'était les premières bibliothèques au monde. J'ai pensé ça comme un serveur. En fait, il y a un librairien, un bibliothécaire en fait, qui va dire tiens, si tu veux tel ou tel truc, il faut aller sur telle allée, sur tel bout, tel chiffre, tel là, pour retrouver les renseignements que vous avez besoin. Je n'étais pas du tout en train de penser l'arbre généalogique, en fait, l'identité, en fait, qui aide les gens d'être qui est le meilleur serveur au monde. Oui, clairement. Mais tout ça va ensemble, effectivement. Et c'était le propre des griots, la tradition de tous les griots, qui étaient des mémoires vivantes des communautés, tout simplement. Donc tu voulais interroger ton histoire, tu allais voir un griot qui connaissait ton histoire, ta lignée, qui la reconnaissait dans le temps et dans l'espace. C'était une bibliothèque. D'ailleurs, on dit qu'un dieu qui brûle, un dieu qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est Amadou Ampateba qui le dit. Et ça rend compte d'une technologie de la conservation de l'information, de la connaissance et de la transmission de la connaissance. Tu vois, pour nous, on n'a pas eu forcément des griots, par exemple,
exemple, aux États-Unis, c'était les grands-parents. Ouais. En fait, mais on n'utilisait pas le mot griot, mais c'était la même chose. Et ouais, si tu as voulu savoir quelque chose, tu demandes le plus ancien dans la famille ou en allant à des obsèques. Tu apprends beaucoup au sujet de ta famille. C'est vrai. Voilà. Parce que souvent, les obsèques ne sont pas pour les gens qui sont partis, c'est pour les gens qui sont vivants. Ouais. Et là, je me rappelle à un moment d'être près d'un jeune garçon. Et juste en regardant ma mère, je savais que ce jeune homme était trop près. Je ne pouvais pas sortir avec lui parce que donc c'était pas un griot, mais c'était le rôle de obsèque. En fait, c'était vraiment de dire aussi l'histoire. Donc ça rejoint en fait cette serveur. C'était même les obsèques qui servaient à cette. Yes. C'était juste les liens qui sont un peu tissés, voilà. Mais moi je pense que c'est l'une des forces technologiques que l'Afrique a dans son fondement spirituel, c'est la capacité à faire des liens, à comprendre comment les choses sont liées entre elles, les comprendre et à les respecter, et ensuite les transmettre. Et j'ai l'impression que si on arrive à faire l'équilibre entre les anciennes technologies de pointe et les nouvelles technologies de pointe, on retrouve ce qui a permis à l'Afrique antique, dite l'Égypte antique, à être à la pointe de la technologie de son temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des constructions technologiques que les Africains antiques, donc les Égyptiens, ont mis en place, que les modernes ne comprennent pas. Ils se demandent mais comment ils ont fait pour faire des pyramides, des trucs si avancés, avec quoi ils ont réussi à faire ça, avec telle technologie. Donc je pense que si on arrive à vraiment recréer les canaux technologiques qui font notre communauté, qui font ce que nous sommes, on arrive à nous pousser au plus haut point, à la fois dans les nouvelles technologies que dans les anciennes technologies. C'est ce que je crois en tout cas, dans cette notion de technologie, et pour nous libérer au final, pour revenir à nous-mêmes. Donc c'est comme ça on va arriver à la liberté. Je le crois. Il nous faut un logiciel libre qui est à la fois un logiciel de la liberté. Et c'est une petite anecdote si tu me permets. Oui. En informatique, nos ordinateurs tournent sur des systèmes d'exploitation. Ça peut être Windows, ça peut être macOS, qui sont les deux gros systèmes d'exploitation. Mais il y a aussi des systèmes d'exploitation Linux, qui ne sont pas des systèmes d'exploitation et qui sont plus de l'open source. Et dans la famille des systèmes d'exploitation Linux, il y a un système qui s'appelle Ubuntu. Oui. Voilà. Et le mot Ubuntu, c'est un mot qui rencontre une philosophie africaine. Or, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que la communauté on va dire des geeks se sont accaparés de la philosophie Ubuntu pour mettre en place un système d'exploitation sur l'informatique qui rend compte de cette technologie. Donc c'est le partage des savoirs, c'est l'ouverture, mais c'est surtout que Ubuntu signifie je suis ce que je suis parce que nous sommes. Ça rend compte du fait que l'individu se définit aussi par le collectif et le collectif s'enrichit de l'individu. Donc on est vraiment dans cette vision de la communauté. Et voilà, ça, je trouvais important dans cette réflexion sur les technologies, pour voir comment est-ce qu'en nous inspirant des philosophies africaines, on peut prendre les technologies nouvelles et mettre en place des structures communautaires où nous avons le contrôle. Parce que c'était un peu ça, les logiciels libres, c'était de sortir un petit peu des logiciels propriétaires comme Mac et Windows, où il y a plus de contrôle, et là de construire des communautés où les individus ont vraiment la liberté de définir quel type de logique ils veulent mettre en œuvre dans leur système. C'est ça un logiciel. C'est une logique mise en œuvre dans un système bien déterminé. On abordera d'autres aspects. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour tes questions et tes réflexions, Erika. Oui.